systématiquement, on va trouver ces questions d'hygiène raciale. Et Goebbels disait que l'antisémitisme, ce n'était pas une question politique, c'est une question d'hygiène. Ça, c'est les propos de Goebbels. Hitler disait qu'il était le docteur Koch de la politique, référence au découvreur du bacille de la tuberculose. Vous allez systématiquement retrouver ces terminologies. Et après, des termes et des idées annexes vont venir se greffer sur cette vision du monde. C'est-à-dire, vous avez l'antisémitisme, et après, on va venir greffer de l'anticommunisme, d'où le fameux complot judéo-bolchevique. Mais avant d'être bolchevique, le complot est judéo-bolchevique. Alors ça, je peux vous amener la preuve très facilement. Il suffit de regarder la chronologie. L'antisémitisme, on le trouve dès les premiers discours de Hitler à Lechfeld, dans la banlieue de Munich. Il n'y a aucune trace de son anticommunisme. Alors certes, il n'aime pas les communistes, il a cassé la gueule aux communistes pendant la Première Guerre mondiale, il n'y a pas de souci, c'est une réalité, mais il est incapable d'expliquer pourquoi il n'aime pas les communistes. Ça va venir à partir de 23-24. Vous savez qu'il a tenté un coup d'État, qu'on appelle communément le putsch de la brasserie, le 9 novembre 23, il sera emprisonné. Il va lire énormément pendant son emprisonnement, et à sa sortie de prison, il va rencontrer Alfred Rosenberg, qui va devenir l'idéologue du parti. Rosenberg est un petit peu plus âgé que lui, et il a un avantage sur Hitler pour sa connaissance du communisme, c'est qu'il est né à Reval. Je ne sais pas si Reval parle à tout le monde, c'est l'actuel Tallinn en Estonie. Donc il est de cette Russie future URSS en 24 qui a fait en fait l'expérience physique du communisme. C'est Rosenberg qui va forger Hitler à son anticommunisme. Et Rosenberg va expliquer le communisme comme étant le produit des Juifs, de la même manière que le capitalisme est le produit des Juifs. Donc vous avez cette sorte de superstructure antisémite qui va en fait être les deux bras de la marionnette, où d'un côté vous avez le juif capitaliste, de l'autre le juif communiste. Ce que je vous disais sur ce juif parasite qui structure vraiment la pensée nazie, on va le retrouver. Alors je ne vais pas vous abreuver de textes, c'est jamais très plaisant d'avoir beaucoup à lire sur les diaporamas, mais pour vous montrer jusqu'où ça va, cette idée du juif parasite qui est vraiment omniprésent dans la vision du monde nazi. Les services de la SS, alors c'est même les services de quelque chose qui s'appelle la SIPO-SD, une sorte de super police qui gère la SS, la Gestapo, la Kripo, la Kriminalpolizei, vont diffuser un film qui s'appelle Combattons le typhus, à l'été 42. Ils vont diffuser ce film aux soldats de la Wehrmacht et aux membres de la SS qui sont chargés de surveiller les centres de mise à mort. On va en fait expliquer, à Auschwitz, à l'été 42, il y a une épidémie de typhus qui fait 20 000 morts, mais on va expliquer qu'il y a typhus parce qu'il y a des juifs. On ne va pas expliquer l'épidémie par la promiscuité et l'insalubrité du lieu. C'est normal qu'il y ait du typhus parce qu'on a amené des juifs à Auschwitz. Donc comment combattre le typhus? Il faut exterminer ceux qui sont porteurs du typhus. Il ne faut surtout pas approcher les juifs. Donc c'est une constante. Ce n'est pas parce qu'il y a le génocide qu'on va arrêter cette idée vraiment omniprésente de la contamination et du parasitage des juifs. Autre idée fondamentale pour comprendre ce qu'est le nazisme, et qui là aussi peut être un peu une idée reçue qui est mal comprise, on le voit quand on a eu, nous, des cours sur le nazisme, ou peut-être dans la façon dont les enseignants continuent d'enseigner le nazisme, c'est le rapport au sol, le rapport à la terre. Il y a un terme qui revient souvent, Lebensraum, l'espace de survie, ou l'espace vital, comme on nous l'a enseigné, c'est-à-dire ce serait le deuxième pendant vraiment de la vision du monde nazi, et souvent c'est décorrélé de l'antisémitisme. Attention, il y a cette obsession de la terre et du sol également parce qu'il y a une obsession antisémite. Il ne faut jamais oublier, quand on étudie le nazisme, que le nazisme survient en Allemagne dans un État-nation qui est récent. L'unité allemande, c'est janvier 1871. C'est-à-dire les assises politiques de l'Allemagne restent fragiles, surtout dans les années 20, avec ce régime qui est la République de Weimar, où la constitution est extrêmement peu solide, et les nazis vont jouer là-dessus en disant on est un État-nation récent, un État-nation neuf, comme ils disaient, il ne faudrait surtout pas qu'une population extérieure vienne déstabiliser notre rapport au sol et notre rapport aux frontières.
Les Juifs n'ayant pas d'État, les Juifs seraient la population en capacité de venir déstabiliser cet État-nation neuf. Alors les Juifs, c'est une minorité en Allemagne, c'est 500 000 personnes dans les années 30, mais c'est 500 000 personnes qui sont quand même visibles dans l'Allemagne. Donc les nazis vont jouer là-dessus, en disant 500 000 personnes, c'est 500 000 personnes qui peuvent très facilement déstabiliser le pays. Donc il y a une logique très simple, hein. Le Juif étant nulle part, n'ayant pas de terre, c'est un Juif qui en fait est partout. Partout peuvent se cacher des Juifs. Et vous allez là encore avoir cette obsession permanente qui va venir nourrir la vision du monde antisémite. Alors je ne sais pas si vous connaissez ce jeu de société que j'ai projeté, qui s'appelle Judenhaus, les Juifs dehors. C'est un jeu, c'est un peu l'ancêtre du Monopoly, que vont commercialiser les nazis. Le but du jeu est extrêmement simple, c'est le premier qui fera sortir tous ces Juifs de l'Allemagne et qui les renverra en Palestine. Je ne sais pas si vous voyez en bas à droite, il est marqué « Rentrez chez vous en Palestine ». C'est littéralement le même principe que le Monopoly ou que n'importe quel jeu de société. Bon, je ne vous refais pas un cours, une conférence sur le bourrage de crâne et la propagande, mais on est vraiment là-dedans, dans cette optique-là. Et pour étayer un peu mon propos, voilà également un document qui vous permet de comprendre pourquoi ce rapport au sol est complètement obsédant. Les nazis sont convaincus qu'on les a privés de terre, qu'on les a amputés de territoire, ce qui est une réalité. Le traité de Versailles de 19, bien évidemment qu'avant tout, c'est payer les dédommagements, les réparations de la guerre, mais je vous rappelle que l'on prive l'Allemagne de ses colonies. Donc ça va devenir un argument extrêmement puissant et prégnant dans la rhétorique nazie de dire regardez, vous les Français, les Anglais, vous êtes moins nombreux que nous et vous avez un empire colonial bien suffisant pour accueillir tout le monde. Nous, on a une population beaucoup plus grande pour des terres extrêmement réduites. Donc vous avez deux solutions. Soit vous agrandissez votre territoire, soit vous faites disparaître des personnes de ce territoire. Je le redis, le mot disparition ne veut pas dire extermination pour l'instant. Disparition, c'est reléguer hors des frontières de la République de Weimar et puis du Troisième Reich les éléments que l'on souhaite faire disparaître. D'où progressivement ces phases successives de projets d'émigration des Juifs, d'abord vers la Pologne, le plan Nisko. Vous avez probablement entendu parler de cette idée du plan Madagascar, qui ne verra bien évidemment jamais les jours puisque c'est techniquement impossible tant que l'Allemagne n'a pas la marine britannique pour faire émigrer tous les Juifs vers Madagascar. Mais voilà, ce type de projet, ça vient aussi de cet espace de survie. Et il faut un espace suffisant pour permettre aux Allemands de survivre. J'avance pour vous montrer que, là encore, il faut faire attention à une idée reçue, c'est que le nazisme, ce serait une création ex nihilo de la pensée allemande. Sans Hitler, pas de nazisme, on n'en sait rien. Ce dont on est sûr, c'est que le nazisme est allé puiser dans des éléments qui déjà structuraient une partie de l'extrême droite allemande à la fin du XIXe siècle. C'est quelque chose que l'on évoque assez peu parce que c'est extrêmement complexe pour nous, Français, d'appréhender ça, parce que ce n'est pas dans notre culture de l'extrême droite. Il existe une extrême droite en Allemagne avant les nazis. Ça encore, c'est une idée reçue qu'il faut déconstruire. Hein. C'est-à-dire, en gros, l'Allemagne serait articulée par le KPD, les communistes, le SPD, les socialistes, le Centrum au centre. Et puis, voilà, il y aurait une sorte de ventre mou à droite complètement inexistant. C'est faux. Il y a des partis d'extrême droite et il y a surtout des mouvements intellectuels d'extrême droite qu'on appelle les mouvements folkisch. C'est intraduisible en français, c'est littéralement les mouvements du peuple ou les mouvements ethno-racistes. Et ces mouvements folkisch, à la fin du 19e, vont procéder par sédimentation dans leur haine du juif. On va trouver toute une lecture des succès d'édition. Je vous ai mis quelques exemples de livres. Il y en a un qui sera traduit en français qui s'appelle « Le Juif du Talmud ». Son traducteur, vous le connaissez peut-être, il s'appelle Édouard Drummond. Voilà, La France juive. Et ben Drummond, avant de publier La France juive, a traduit des ouvrages des mouvements folkisch. Donc ça veut dire que les Allemands, une partie des Allemands, ont déjà imprégné cet antisémitisme à la fin du 19e.
Mais c'est un antisémitisme qui est déstructuré politiquement. C'est-à-dire il n'y a pas un homme ou un parti politique qui a réussi à agréger ça. C'est la force d'Hitler. Vous avez peut-être lu la biographie d'Ian Kershaw, une biographie monumentale sur Hitler, un chef-d'œuvre, et il a un des chapitres qui s'appelle Le Tambour. C'est exactement ça, Hitler. C'est une caisse de résonance qui a su agréger toutes les craintes inhérentes à la société allemande qui étaient déjà présentes à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Donc, si vous avez compris ça, ça vous permet aussi là d'essayer de trouver une explication rationnelle au pourquoi le Warum, pourquoi les Allemands, certains Allemands ont sauté à pieds joints dans le nazisme aux élections de juillet et de novembre 1932, tout simplement parce que le nazisme n'est pas sorti de nulle part. C'est un mouvement qui s'est structuré depuis 12 ans et c'est un mouvement qui a pioché déjà dans des éléments intellectuels, culturels, voire même anthropologiques de l'Allemagne de la fin du 19e. Et une fois que tout ça est structuré, là, vous pouvez basculer sur quelque chose que l'on connaît bien, c'est comment de l'antisémitisme, on va passer à de l'anticommunisme et on va amalgamer les deux pour faire du judéo-bolchevisme. Bon, on a repris des codes qui étaient dans la Russie des années 1919-1920. Le juif, voilà, avec les traits classiques des caricatures antisémites, qui est aux manettes. Et ça peut complètement tourner au ridicule dans la propagande. Je vous ai pris un extrait, un poster de 1941 qu'on a retrouvé dans les archives à Munich, où, en gros, voilà, le complot juif, vous partez de Moïse et vous arrivez à Staline, Churchill, Roosevelt. Voilà. Par une ramification complètement incohérente, vous avez le juif qui gouverne absolument tout le monde et tous les systèmes de pensée. Ça, c'est possible à partir du moment où vous avez cette fameuse grille de lecture antisémite. J'avance, on y reviendra si vous voulez après dans la discussion. Je voulais vous dire deux mots aussi sur... là encore, ça peut être une idée reçue qui est mal comprise, sur le poids de la Première Guerre mondiale. Là, je vous ai fait un peu les racines de la vision du monde nazi. J'aimerais quand même dire deux mots là, en 5 minutes sur en quoi la Première Guerre mondiale est quelque chose d'extrêmement structurant pour comprendre le nazisme. Pourquoi j'ai choisi de vous parler de ça? C'est parce que, alors c'est peut-être une impression, vous me direz ce que vous en pensez après, j'ai l'impression que la référence aux années 30 est devenue systématique maintenant dans les discours publics. C'est-à-dire à partir du moment où vous avez une montée de l'extrême droite, où vous avez des discours haineux, qu'ils soient d'extrême droite ou pas, l'antisémitisme n'est pas le propre de l'extrême droite, vous avez le référent années 30 qui surgit. Or, j'ai absolument rien contre, à partir du moment où on est capable d'argumenter. Il y a à mon avis quelque chose qui est incomparable, c'est le bouleversement des sociétés que les sociétés ont subi avec la Première Guerre mondiale. N'oublions jamais que ce sont des générations, les générations qui ont vécu le nazisme, qui sont avant tout des générations qui ont vécu l'expérience du feu. C'est une expérience traumatique que ni vous ni moi n'avons. Ces personnes-là ont connu un degré de violence et un déferlement de haine qui est sans commune mesure avec la façon dont nos sociétés se sont elles-mêmes structurées culturellement, politiquement. Je vous ai pris, oui, ça ressort très très bien au diapo, je vous ai pris deux images qui vous semblent en fait les mêmes, qui ne sont pas tout à fait les mêmes. C'est des cartes postales, alors c'est extrêmement petit, hein. L'original de la première se trouve à la maison de la conférence de Wannsee, si vous avez l'occasion d'aller visiter là. Le musée, l'expo est extraordinaire. C'est une toute petite carte postale et on vous explique cette fameuse théorie du coup de poignard dans le dos. Je ne vous apprends rien, les Allemands ont développé cette théorie-là. Je vous rappelle que l'Allemagne ne comprend pas pourquoi elle a perdu la Première Guerre mondiale. Dans la pensée allemande, c'est totalement incohérent. Les Allemands étaient mieux, ça c'est le discours allemand, étaient mieux préparés, mieux armés, avaient des stratèges politiques et militaires bien plus habiles que les Français. Il n'y a aucune explication rationnelle pour eux expliquant la défaite. Donc si ce n'est pas l'ennemi que l'on avait en face qui nous a vaincus, c'est l'ennemi que l'on avait dans le dos, qu'on avait à l'intérieur du pays. Si vous regardez la deuxième carte postale, c'est quasiment la même, mais regardez ce qu'il y a sur un des casques des soldats présents dans les tranchées. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais il y a une
petite croix gammée. Donc les nazis ont récupéré cette théorie du coup de poignard dans le dos en disant, voilà, les bons soldats, c'est-à-dire vous et moi, bons soldats de la Première Guerre mondiale, le parfait nazi en puissance et en devenir, vous êtes fait bien avoir, vous êtes fait poignarder dans le dos par les juifs. Là encore, vous reconnaissez les clichés de l'antisémitisme, et c'est ces fameux 500 000 juifs qui n'ont pas suffisamment participé à l'effort de guerre, comme disait Hitler, ce qui est totalement faux. Ils ont participé, ils se sont même pour certains engagés et ils ont combattu pendant la Première Guerre mondiale, mais ça va devenir là aussi un discours et venir étayer tout l'argumentaire de la vision du monde nazi. Donc il ne faut absolument pas oublier ce poids de la Première Guerre mondiale. On explique souvent la séduction du nazisme par la survenue de la crise de 29. On vous l'a peut-être même enseigné comme ça. Ça n'est qu'un élément parmi d'autres. Voilà pourquoi moi j'ai mis la focale sur la Première Guerre mondiale, pour toujours garder ça en tête. Oui, il y a la crise de 29 qui est un accélérateur. Quand vous regardez les courbes de résultats aux élections, on voit qu'on va passer de 0 à 2%, et puis après la crise de 29, on passe à plus de 18%, et après 30% aux élections législatives. C'est un accélérateur. Mais il y a le facteur poids de la Première Guerre mondiale, le traité de Versailles qui a brisé les reins de l'Allemagne, et Hitler va utiliser ça. C'est des codes qu'on retrouve en Allemagne, en Autriche, vous voyez encore cette fameuse théorie du coup de poignard dans le dos, et on ne cesse de rabâcher ça aux Allemands. Les nazis vont continuer à imaginer ça, y compris pendant la Seconde Guerre mondiale. On est en 1942, tout va bien pour l'Allemagne au début 1942, mais on va leur dire attention, méfiez-vous qu'on ne nous refasse pas le coup de 14-18. Là, vous voyez qu'on a évidemment la main avec l'étoile de David. Et le rejet du traité de Versailles est bien évidemment quelque chose qui sera utilisé. J'insiste sur le fait que ça n'est pas que le paiement des réparations, c'est la suppression de l'empire colonial, la démilitarisation, l'internationalisation des brevets scientifiques. C'est un coût monstrueux, ça a une perte colossale pour l'Allemagne. L'internationalisation des voies maritimes, on a brisé les reins de l'Allemagne, donc il va falloir évidemment faire payer ceux qui ont fait ça, et Hitler va y voir l'ombre des démocraties libérales, occidentales, et par extension des nazis. Les conférences du Centre d'histoire de la résistance et de la déportation. Historiens, universitaires, spécialistes livrent l'état de leurs recherches en cours.